Rain et Huawei lancent la première 5G autonome d'Afrique. En Chine, les produits traditionnels cherchent à se rajeunir en ligne. Le nombre de trains de fret Chine-Europe augmente de 68% en juillet. L'appétit de la Chine pour le minerai stimule les exportations avec l'Australie. Le Centre national chinois des arts du spectacle reprend la vente de billets. La 5G est environ 10 fois plus rapide que la 4G et 100 fois plus rapide que la 3G. Le géant chinois de la technologie Huawei s'est associé à un opérateur de télécommunications sud-africain, Rain, pour déployer le premier réseau 5G autonome en Afrique. Ce que nous voyons sur les marchés africains, c'est un renforcement des relations entre Huawei et les télécommunications locales, en partie en raison de la résistance aux efforts américains visant à contrôler une activité commerciale mondiale. À l'heure actuelle, nous voyons au moins 3 des grands opérateurs ayant déployé des infrastructures de 5G, mais à ce stade, il est seulement limité à certaines zones urbaines. Huawei offre actuellement à la fois une 5G autonome et une 5G non autonome. Un réseau autonome est plus rapide mais plus coûteux parce qu'il a besoin de sa propre infrastructure. Actuellement, le Cap possède la seule tour autonome grâce à Rain, mais la 5G est disponible pour le reste du pays via les autres réseaux. Quand nous regardons les possibilités de la 5G, vous regardez cette caméra ici, elle diffuse à environ 11K. Et avec la 5G, nous pouvons faire de même, mais avec une très faible latence. Vous pouvez en fait même effectuer une chirurgie. Les étudiants n'ont pas à regarder de la fenêtre, ils peuvent effectivement voir une vue en direct de ce qui se passe exactement. Les possibilités sont nombreuses, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Si vous pensez à la santé et à l'éducation, vous savez, ce sont 2 impacts massifs, puis la création d'emplois à elle seule. Je veux dire 2,2 millions d'emplois potentiellement créés par les réseaux 5G. 2100 milliards de dollars de croissance du PIB. Du côté des soins, vous avez un réseau stable et cela signifie que vous pouvez avoir des séances à distance avec les patients. Cela signifie que vous pouvez faire des opérations à distance. Un autre avantage clé est l'efficacité. L'envoi de données d'un point à l'autre sera plus rapide et facile, permettant une amélioration de la productivité. En Afrique, nous avons nos propres défis, vous savez. L'un d'eux concerne le déploiement des infrastructures. Nous sommes toujours à la traîne derrière les tendances mondiales et avec la 5G, il y aura certainement de grandes opportunités qui pourront aider à relever ces défis que nous avons en Afrique. Le lancement de la 5G peut sans aucun doute contribuer à réduire les coûts et à créer un meilleur accès, des mesures importantes pour combler la fracture numérique en Afrique du Sud. Shanghai Watch, dans le quartier de Yangpu, semble toujours aussi en forme, même si la société a déjà 62 ans. Cette marque classique est maintenant passée à des produits et des stratégies de marketing plus innovantes. Les confinements imposés pour lutter contre le Covid-19 ont réduit les ventes des magasins physiques à près de 0 en février, mais l'économie en ligne était présente pour les aider. La société a commencé à tourner de courtes vidéos pour faire de la publicité sur Douyin et vendre ses montres via des directs. Le commerce électronique représente aujourd'hui 80% des ventes totales de Shanghai Watch, en hausse d'environ 15% par rapport aux chiffres d'avant la pandémie. Et après être passée en ligne, la société réalise maintenant des ventes auprès de clients plus jeunes. Nous avions déjà pensé à faire des directs, mais nous n'avons jamais sauté le pas. Avant, c'était toujours les personnes âgées de plus de 40 ans qui étaient attirées par les montres de Shanghai. Maintenant, nous avons des styles plus jeunes et attirons des gens entre 25 et 30 ans avec nos montres. Devenir plus jeune, c'est une stratégie marketing très populaire chez les marques classiques. Mais il y a des limites. Les experts disent que tout en devenant plus jeunes, les marques classiques doivent aussi conserver leur patrimoine unique. Les marques classiques sont des marques de confort en ce moment, lesquelles créent un lien émotionnel avec les consommateurs, mais cela est encore relativement faible pour aider les consommateurs à passer au-delà de cela. Par ailleurs, la plupart des marques nouvelles et jeunes sont facilement perçues comme des marques voisines, avec des produits d'une forte puissance, mais avec un manque de lien émotionnel avec les consommateurs, ce qui conduit à une faible fidélité et qui n'est pas durable. Ainsi, pour les marques classiques, en particulier les marques de longue date, si elles veulent concurrencer les marques plus jeunes, la clé c'est de garder et de tirer parti de leur patrimoine, tout en étant interprétées d'une manière plus attrayante. C'est exactement ce que font certaines marques. En juin, la marque de boissons classique de Shanghai, Jiangguanghe, a remis sur le marché son sirop d'orange centenaire pour les consommateurs de Shanghai et elle s'attend à des ventes de 10 millions de yuan.
Tout cela rajoute de la concurrence sur le marché de Shanghai. Les données de l'application de e-commerce social Xiaohongshu montrent que les produits made in Shanghai sont de plus en plus populaires. Le taux de rachat des marques de Shanghai sur les directs de Xiaohongshu est maintenant supérieur à 60%. Le nombre de trains de fret Chine-Europe a enregistré une augmentation significative en juillet, avec un record de 1232 trains mis en service, soit une hausse de 68% sur un an. Cela marque le 3e mois consécutif pour lequel le nombre de trains a dépassé 1000 et le 5e mois consécutif où il a connu une croissance à 2 chiffres. Les trains de fret ont joué un rôle crucial dans la stabilisation de la chaîne d'offres logistiques internationale, les cargaisons transportées pour eux ayant augmenté de 73% en glissement annuel pour atteindre 113 000 EVP le mois dernier. La demande de trains de fret entre la Chine et l'Europe a montré une forte dynamique alors que l'économie du pays s'est progressivement remise de l'épidémie de Covid-19. Le nombre de trains au départ a augmenté de 74% sur un an pour atteindre 724 le mois dernier et le nombre de trains au retour a augmenté de 60% sur un an pour s'établir à 508. À la fin du mois de juillet, les trains de fret avaient transporté 4,97 millions d'articles de lutte contre la pandémie, pesant 39 000 tonnes. Pour comprendre ce qui motive les exportations australiennes, vous devez examiner ce qui existe ici, sous terre. Le pays abrite environ un tiers de l'approvisionnement mondial en minerai de fer, un élément clé utilisé pour fabriquer de l'acier. Si vous parlez de minerai de fer et de la santé de l'Australie, les deux sont synonymes. Environ 30% de ce qui est extrait ici va à la Chine, le plus grand producteur et consommateur d'acier au monde. Cette demande a aidé le minerai de fer à dépasser les 100 milliards de dollars australiens de revenus d'exportation annuels pour la première fois cette année. Nous y sommes probablement arrivés encore un peu plus vite que prévu. Il est intéressant de noter que tout le désastre du commerce mondial dû à la production industrielle à Wuhan a repris et que le minerai de fer n'a pas été touché comme les services. L'exploitation minière en Australie semble être largement épargnée par la pandémie, contrairement au Brésil, autre fournisseur majeur. Et la baisse du dollar australien renforce la résilience du minerai de fer. Une devise plus faible profite aux exportateurs de ce pays, y compris les producteurs de minerai de fer, car cela rend leurs exportations moins chères et, en fin de compte, plus compétitives sur un marché mondial. Le principal moteur des exportations australiennes de minerai de fer reste l'appétit de la Chine pour cette ressource. Cette demande a joué un grand rôle dans la série de près de 3 décennies de croissance économique ininterrompue en Australie, même pendant la crise financière mondiale. Et il reste la pierre angulaire des relations économiques entre les deux pays, malgré les récentes tensions diplomatiques. Même si nous comptons sur eux pour la livraison du minerai de fer, ils comptent certainement sur nous pour la qualité du minerai de fer. L'Australie est au milieu de sa première récession en près de 3 décennies. Le ralentissement alimenté par la Covid devrait pousser le taux de chômage du pays bien au-dessus de 10%. Donc, en particulier, à un moment où vous avez un taux de chômage plus élevé lié à la Covid, c'est bien au moins que ce revenu soit réservé dans les coffres, ce qui peut fournir un meilleur financement du maintien de l'emploi, du filet de sécurité sociale et d'autres choses que nous devons faire pour garder d'autres personnes au travail. Pour l'instant, rien n'indique que la demande de minerai de fer ralentira, car la Chine et d'autres pays investissent dans des projets d'infrastructures pour aider à endiguer les impacts économiques de la Covid-19. Bien sûr, si vous construisez ou produisez ou fabriquez de l'acier, vous devez alors disposer d'un très bon approvisionnement en minerai de fer, une très bonne construction répondant à une norme spécifique pour le minerai de fer. Et les experts disent que l'Australie est bien placée pour continuer à répondre à cette demande. Fin juillet, l'institution a commencé à organiser ses premières performances devant public depuis l'épidémie de coronavirus. Les amateurs d'art ont pu savourer la pièce Regard à l'ouest vers Chang'an, une comédie satirique en 5 actes écrite par l'écrivain chinois Lao She. La capacité du théâtre est limitée à 30% et le public doit réserver avec des informations d'identification valides et montrer les codes de santé du téléphone intelligent à l'entrée.
Regard à l'ouest vers Chang'an est le premier spectacle de théâtre devant public depuis l'épidémie de coronavirus. Bien que nous ayons diffusé le spectacle en ligne, certains membres du public manquent encore l'atmosphère du théâtre en direct, et nous voulons satisfaire leurs demandes. Cela fait plus de 6 mois que nous n'avons pas eu la chance de nous produire en public. Donc, en tant qu'acteurs, nous apprécions vraiment l'opportunité de nous connecter avec notre public face à face. J'aime la performance d'aujourd'hui. Quand j'ai appris que le Centre national des arts du spectacle reprenait la vente de billets, j'étais tellement excitée que j'ai immédiatement acheté les billets. L'institution restaure également des classiques comme Une maison de poupées d'Ibsen et Visiteurs sur la montagne glacée, un opéra original produit par le Centre national des arts du spectacle. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place, eh bien, il y a quelque chose pour eux aussi. Grâce à la chaîne de musique classique du Centre national des arts du spectacle, les amateurs d'opéra peuvent profiter d'œuvres de qualité diffusées par Opéravision, qui rassemble une trentaine de partenaires de plus d'une douzaine de pays pour vulgariser l'opéra à l'aide des technologies modernes.